Très heureux de vous retrouver dans Les Vraies Voix en ce vendredi 6 juin. Au menu des Vraies Voix, le grand débat du jour à 17h30. Après les violences qui ont suivi la victoire du Paris Saint-Germain le week-end dernier, le ministre de la Justice veut frapper fort. Peine minimale, fin du sursis et des aménagements automatiques. Mais les magistrats montent au créneau ces derniers jours. Laure Becquot, procureur de Paris, affirmait ce matin que 90% des dossiers ont déjà reçu une réponse pénale. Et Rémi Yates, procureur général près la Cour de cassation, disait hier, il faut laisser les juges faire leur travail dans la sérénité. Alors parlons vrai. Est-ce que les interventions des hauts magistrats Rémi Yates et Laure Becquot, avec eux, la justice n'essaie pas d'éteindre l'incendie qu'elle a allumé? Et à la question, peine symbolique pour les casseurs, la justice est-elle déconnectée? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Nous aurons avec nous Evelyne Sirmarin, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. À 18h40, le coup de projecteur des Vraies Voix. Elon Musk affirme que Donald Trump figure dans les fichiers Epstein. Le président américain aurait été proche du milliardaire pédocriminel et Musk accuse. C'est pour ça que les documents n'ont jamais été révélés en entier. Entre les fêtes à Palm Beach et les soirées à Mar-a-Lago, les liens entre Trump et Epstein se refont surface. Le clan démocrate embraye et demande la publication complète des fichiers. Alors parlons vrai, est-ce que la vérité sur cette affaire sortira un jour? Et à la question, Musk accuse Trump dans l'affaire Epstein, l'ensemble du dossier doit-il être réveillé? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. On en parlera avec Olivier Piton, avocat à Paris et à Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de nombreux livres sur la politique américaine, pour faire le point de ce que font dire ces révélations aux États-Unis, des révélations absolument énormes. Les Vraies Voix Sud Radio. Et nos vraies voix du jour, monsieur le procureur, monsieur l'avocat général, monsieur le président de l'Institut de la Parole, bonsoir. Monsieur Philippe David, j'ai l'impression de vous manquer de respect quand je me permets publiquement, médiatiquement, de vous appeler mon dodu. Même non, si c'est pas du tout. Ça vous va parfaitement. Mais ce soir, monsieur Philippe David. Vous pouvez mettre mon replay, ça ira très bien. Non, parce que c'est pire que mon dodu. Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Bonsoir. Non, il venait plus. Bonsoir Philippe, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Revenir parmi vous. Et puis vous venez le lendemain de la date limite de déclaration des impôts, donc ça tombe vraiment pile poil. Bah voilà, exactement. C'est pour ça que j'ai du temps maintenant. Et on est très heureux de le retrouver aussi. Merci. Parce que lui, il a été par Mons et par Vaux, Festival de Cannes, un peu partout. D'ailleurs, il a un bronzage qui fait penser à une star d'Hollywood au mois d'août. On me surnomme Beau Gosse. D'ailleurs, on me surnomme Beau Gosse. Mais c'est trop faible par rapport à votre plastique. C'est pas René Chiche, Beau Gosse. René Chiche. Beau Gosse. Rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Beau Gosse, ça va? Ah voilà. Bon, ça va très bien. Voilà. Ça va les vraies voix? Ça va bien. En forme? Oui, avec vous, toujours. Alors, on a notre auditeur du jour. Bonsoir, Benoît de Limoges. Bonsoir. Et comme on est vendredi, c'est un coup de cœur, et un coup de cœur fort sympathique, vu la semaine qu'on a passée, même les 15 jours qu'on a passés sportivement. Ben oui, c'est ça. Je trouve que nos sportifs s'en donnent à cœur joie et c'est très bien. Autant le PSG que le Buisson, que le basket. Basket vice-champion d'Europe, rugby et football champion d'Europe avec PSG et Union Bordeaux-Bègles. C'est ça, et je suis enchanté de ces très bons résultats. Voilà. Je trouve que c'est fédérateur et porteur, et si ça peut donner de se mettre au sport, tant mieux. Eh bien écoutez, comme on a des vraies voix qui adorent le sport, on va leur poser la question. Philippe Bilger, c'est quand même beau. Le sportif en chambre que je suis vous approuve totalement. Nous ne sommes pas chez Brigitte Lahaye, mais dans les vraies voix, Philippe Bilger, pour parler du sport en chambre. Je vous le rappelle, il est 17h08. Mais je suis modeste. Tant mieux pour lui. Hein. Surtout tant mieux pour madame. Benoît Perrin. Non, je trouve que c'est formidable, évidemment. Et surtout, je trouve que ça remet le travail, l'exigence et la détermination, en fait, au centre de la société française. J'en suis ravi. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est toujours content, on applaudit ces champions à la télévision, eh bien, on ne voit pas tout le travail absolument énormissime qui est fait derrière. Ah bon. Et dès les clubs amateurs pour les enfants. Exactement. Et du coup, je trouve que c'est vraiment formidable parce qu'encore une fois, le travail permet de s'épanouir et ils en sont l'incarnation. René Chiche. Oui.
C'est bien, mais il faut peut-être pas surestimer non plus ce qui se passe, hein, franchement. Bah, c'est ça pas mal. passe, ça passe. Et c'est notre troisième Coupe d'Europe gagnée depuis 1956. Enfin, hier, on a perdu contre l'Espagne. Oui, mais un match de fou. Oui, on a perdu. Et Loïs Boisson, elle a perdu. Oui, mais excusez-moi, mais contre Coco Gauff, c'était pas facile. Hein. Non, mais attendez, j'adore le sport, j'en fais. Vous savez, j'en ai fait beaucoup. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on surestime à chaque fois, dès qu'il y a une victoire en France, on surestime cet état de fait. Bon, c'est bien, mais c'est pas ça qui change non plus tellement la France, le pays. Alors, des fois, ça passe 1 heure ou 2, puis après on oublie. Alors Benoît, vu ce qu'a dit René Chiche, je compte sur vous pour un sport qui n'est pas encore olympique, mais qui ne va pas tarder à l'être, le qui c'est qui l'a dit, pour l'exploser en direct à l'antenne. Vous êtes partant ? Ah oui, alors après j'ai pas trop suivi l'actualité, donc ça va être un peu compliqué, mais bon, j'ai suivi de loin. Quoi. Je vous envoie mon RIB et les questions dans la foulée, d'accord ? Le montant sera sur le SMS. On vous retrouve tout à l'heure, comme vous êtes notre auditeur du jour, Benoît de Limoges, mais tout de suite, on va vous faire un très beau cadeau. Puisqu'à l'occasion de la fête de la radio, les vraies voix vous font gagner un récepteur DAB+, la radio numérique terrestre Muse. Alors, qualité numérique DAB+, un son exceptionnel. Vous avez également le tuner FM intégré, un écran LCD, prise casque et 60 stations en mémoire. Philippe Bilger, vous nous donnez un chiffre entre 1 et 10 ? 8. Le 8. Le 8e appel au 0826 300 300 gagne un récepteur DAB+, Muse, qualité numérique DAB+, tuner FM intégré, écran LCD, prise casque et 60 stations mémoire. Zach attend votre appel, c'est le 8e. On se retrouve dans quelques instants pour le réquisitoire du procureur. Et sur quoi allez-vous requérir, monsieur le procureur ? Un parti socialiste qui j'espère, va remonter un peu. Eh bien écoutez, c'est dit. Pour une fois que ça va pas parler de Retailleau ou de Darmanin, c'est limite un exploit vous concernant. Je peux les mettre dedans. Allez, on se retrouve tout de suite. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche qui rigole tout le temps et Benoît Perrin. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu de Albin Texeira. On embrasse d'ailleurs notre ami Félix Mathieu. Bonsoir Albin. Bonsoir Philippe, bonsoir. Quels sont ces 3 mots ? Les 3 mots dans l'actu sont incendie, agression et baccalauréat. Incendie, agression et baccalauréat. Mais tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire a un petit côté moraliste. On ne doit pas se moquer du Parti socialiste. Oui, à propos de l'élection interne du Parti socialiste, on s'est un petit peu moqué des 3 candidats et bien sûr en joute finale des 2 qui restaient, Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol. D'abord, il faut constater que la joute elle-même s'est déroulée dans de parfaites conditions, pas de fraude et le candidat battu a admis sa défaite rapidement. Ensuite, contrairement à ce que d'aucuns prétendaient, Olivier Faure n'a pas dominé la joute finale puisque Mayer-Rossignol est assez près de lui, à 1% près, quoi, pour aller vite. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir que le PS, même si je n'y appartiens pas, devra redevenir un grand parti parce qu'il est nécessaire pour une démocratie équilibrée. Et je me demande quelle est l'étrange attitude de François Hollande qui soutenait évidemment Mayer-Rossignol, mais qui s'est étrangement tu durant plusieurs jours, voire semaines. Et est-ce qu'il se frotte les mains en disant qu'un espace s'offre à lui pour 2027 pour terminer en quelque sorte reprendre un quinquennat qu'il avait malencontreusement terminé, si j'ose dire, à peine terminé, ou bien est-ce que il a décidé de laisser faire les choses et peut-être qu'Olivier Faure soit le candidat de 2027. C'est des questions que je pose à 2 remarquables chroniqueurs du vendredi. Benoît Perrin, le vote d'hier a donné le nom du candidat socialiste, ce sera Olivier Faure, même si c'est dans un peu moins de 2 ans et que l'eau peut couler sous les ponts.
En fait, ce qui est assez frappant au Parti socialiste, c'est qu'en fait, ça, effectivement, il manque de stature, il manque de personnes au niveau, et donc du coup, à ce titre-là, donc Olivier Faure, j'y crois pas beaucoup, et donc à ce titre-là, en fait, tout est ouvert. François Hollande, il a l'expérience, il a les réseaux, il a le talent, il a le talent aussi de la manigance pour justement se placer là où il faut. Donc c'est pas du tout exclu que François Hollande soit candidat, d'autant qu'encore une fois, le Parti socialiste, comme les Républicains quasiment jusqu'à l'arrivée de Retailleau quelques semaines, manquait de talent. Donc franchement, je pense que vraiment chez les socialistes tout est possible. Et Philippe, vous parliez d'une démocratie apaisée et équilibrée. Je ne peux évidemment que partager cet avis. Parce que le Parti socialiste a déçu quand même, je crois, beaucoup de Français en s'alliant, il faut toujours le rappeler quand même, à LFI en à peu près 48 heures ou peut-être même moins, une seule nuit, au moment de la dernière dissolution. Donc il faut jamais oublier non plus qu'en politique, effectivement, les postes comptent souvent malheureusement plus que les convictions, et le Parti socialiste nous a encore montré lors de la dernière élection législative. Alors, moi déjà, je ne crois absolument pas à un retour de François Hollande comme éventuel candidat en 2027. Alors je vous coupe, il y a beaucoup de gens qui annoncent son retour. Oui, mais moi je n'y crois pas non plus, mais beaucoup de gens l'annoncent chez les commentateurs. Voilà. Mais moi, René Chiche, personnellement, je plaisante. Signé en bas à droite. Non, absolument, je ne crois pas du tout à son retour. C'était comme quand Nicolas Sarkozy, à un moment donné, voulait revenir, il n'est pas revenu, parce que d'abord, il n'aura pas le parti avec lui, puisqu'il est contre Olivier Faure qui vient tenir le parti. Et puis en plus, il incarne quand même trop le passé, il incarne trop de mauvais souvenirs avec ce quinquennat quand même un peu raté, d'ailleurs il n'a même pas pu se représenter. Moi je n'y crois pas, même si c'est un homme politique qui est très tacticien, très calculateur, il ne pourra pas. Par contre, là où je suis d'accord avec Philippe, c'est que moi aussi, je suis favorable à la résurgence d'un vrai parti socialiste démocrate. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a un peu Raphaël s'appelle. Oui. Oui, Raphaël Glucksmann, de place publique. Voilà, qui quand même a pris une certaine place sur ce côté. Il y a quand même, quoi qu'on dise encore, LFI qui domine quand même un peu la gauche. Et puis il y a quand même aussi cette stratégie un peu bizarre d'Olivier Faure qui dit officiellement qu'il ne veut pas d'alliance avec LFI, mais qui dit toujours à titre national. Vous allez voir qu'à titre local, durant le municipal, il ne va pas se priver de faire des alliances avec LFI, à mon avis. Et puis le Parti socialiste n'est pas mort pour une raison très simple, c'est parce qu'ils ont des réseaux locaux incroyables. Il ne faut jamais oublier que même si au niveau national, ils ont quasiment disparu des radars, au niveau local, ils sont encore très puissants dans les régions, dans les villes, dans les départements. Voilà. Exactement. Allez, tout de suite, merci Philippe Bilger. Les 3 mots dans l'actu d'Albin Texaïra. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Albin, qui sont incendie, agression et baccalauréat. Un immeuble s'est embrasé cette nuit, causant plusieurs morts et de nombreux blessés. L'origine de l'incendie pourrait être accidentelle. Un rabbin a été agressé aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine après une première attaque similaire vendredi dernier à Deauville. Et enfin, un enfant de 8 ans passe le baccalauréat cette année, un record selon l'Éducation nationale. Les vraies voix Sud Radio. C'est un drame terrible qui a endeuillé la ville de Reims cette nuit. Un incendie s'est déclaré vers minuit 30 dans une tour du quartier Croix-Rouge au sud-ouest de la ville. Le feu serait parti du 4e étage avant de se propager très vite au niveau supérieur en passant par la façade. Le bilan est lourd. 4 morts dont un enfant. 2 personnes sont en urgence absolue. Une douzaine d'autres ont été plus légèrement blessées. Un enfant est toujours porté disparu, comme l'a précisé Henri Prévost, préfet de la Marne, chez nos confrères de BFM TV. Alors oui, il y avait un enfant qui est recherché parce que sur la base de la composition de la famille de l'appartement qui a été le premier impacté, eh bien on craint qu'un des enfants puisse être victime et qu'elle n'ait pas été encore retrouvée. Donc c'est l'objet des recherches, mais pour l'instant je n'ai pas d'éléments nouveaux. Sur place, l'intervention a été compliquée, l'immeuble est haut et le vent rabattait les fumées à l'intérieur. Les premiers policiers arrivés ont aidé à évacuer les habitants, parfois dans les escaliers. Les secours ont été nombreux, 62 pompiers, policiers et soignants ont été mobilisés toute la nuit. Une quarantaine de sinistrés ont été pris en charge dans un gymnase mis à disposition par la ville. L'origine du feu est probablement accidentelle selon le procureur de Reims, François Schneider. Mais l'enquête se poursuit pour établir les causes exactes de l'incendie et confirmer l'identité des victimes. Terrible drame. Le deuxième mot dans l'actu, c'est agression.
Un rabbin vient d'être agressé en région parisienne. Oui, les faits se sont passés aujourd'hui vers midi. Le rabbin était attablé en terrasse d'un café sur la place du marché à Neuilly-sur-Seine quand un homme l'a frappé avec une chaise. Plusieurs coups ont atteint son visage. Des passants sont intervenus rapidement, ont maîtrisé l'agresseur et attendu la police. Il est actuellement en garde à vue. La victime, quant à elle, a été transportée à l'hôpital. Il est conscient, mais très choqué selon son entourage. Il faut savoir que cette agression fait suite à une première attaque déjà survenue vendredi dernier à Deauville. Le même rabbin avait été pris à partie par 3 individus visiblement alcoolisés. Il l'avait frappé à l'époque au ventre alors qu'il portait sa kippa. Pour cette première agression, aucune arrestation n'a encore eu lieu. Les auteurs sont toujours recherchés. Le maire de Neuilly-sur-Seine, quant à lui, Jean-Christophe Fromentin, a condamné ces actes antisémites, appelant à une réaction ferme et des mesures politiques fortes pour lutter contre ce type de violence. Le parquet de Nanterre n'a pas encore communiqué sur l'affaire. L'enquête est en cours. Philippe C'est Biget. le même rabbin. C'est le même à Deauville et à Ah bah Neuilly-sur-Seine. là, peut-être, bon, peu importe. Que ce soit le rabbin qui soit offensé, il y a peut-être une histoire avec ce rabbin. C'est tout de même. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux histoires. histoires. Le même. Entre les Vous deux n'avez agressions. pas enquêté là-dessus, Albin. Ah, mais pour le moment, j'ai pas d'enquête. René Chiche. C'est vrai que C'est étrange, c'est malheureusement un peu la même question que je me suis posée en apprenant cette nouvelle sur la place du marché de Neuilly que je connais je très vois bien. très en bien plus, où c'est, que oui. Vous connaissez aussi très bien, Philippe. Bon, bah écoutez, c'est aussi, excusez-moi, le symbole d'un certain climat Oui. Qui règne en France, ouais, malheureusement. Oui, oui. Allez, enfin, le troisième mot dans l'actualité, c'est baccalauréat. Cette année, le profil des candidats fait parler avec des cas vraiment exceptionnels. Oui, parmi les 724 000 candidats inscrits en 2025, le plus jeune a seulement 8 ans, vous avez bien entendu. Un record inédit selon le ministère de l'Éducation nationale. 8 ans. Cet enfant, qui devrait normalement être en CE1 ou en CE2, se présente en candidat libre à la session qui commence le 16 juin prochain dès l'épreuve de philosophie. Pour préserver son anonymat, aucune information sur son identité ou son genre n'a été dévoilée. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un très jeune candidat tente l'aventure du bac. L'an dernier, une élève de 9 ans, venue de l'Académie de Strasbourg, avait déjà marqué les esprits, même si elle n'avait pas réussi l'examen. En 2023, le plus jeune inscrit avait 12 ans. Ces profils restent cependant très rares, des cas d'exception dans le paysage scolaire, comme l'explique Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire. Mais le bac, ce n'est pas seulement une affaire de jeunesse. L'autre extrême est représenté aussi par le doyen de cette session, âgé de 78 ans. Il passera les épreuves générales et technologiques, tandis que pour le bac professionnel, le candidat le plus âgé a 67 ans. 70 ans d'écart. 25 ans, vous l'avez. 27 ans. Vous ne l'avez pas eu par contre. Non, vous avez triché. Vous avez triché comme au jeu. Si c'est comme, lui c'est comme qui c'est qui l'a dit. À l'époque, on s'est compris. Il avait des anti-sèches de partout, c'était absolument incroyable. Même son diplôme de magistrat. Bilger au bac, c'était Spadgeri sortant de la salle des coffres de la Société Générale de Nice. L'un c'était des billets, l'autre c'était des anti-sèches. Il fallait pas nous chercher, monsieur Bilger. Il fallait pas nous chercher. Je vais continuer à vous trouver. Merci. Un dernier mot quand même. Oui. Vous suivez tous Ah oui, Roland oui, Garros. malheureusement, oui, pour Un petit mot de sport. Oui. Le résultat de la première demi-finale, Lorenzo Musetti a abandonné face à Carlos Alcaraz. Il avait gagné le premier set 6-4. À la suite de quoi? Il a un rendez-vous. Une douleur, on ne sait pas encore. On ne Vous sait pas. n'avez pas enquêté. On ne sait pas non plus. Non, et les journalistes, ni kiné ni médecin, mais c'est pas grave. Carlos Alcaraz avait gagné le second set 6. Puis après 6-0, il gagne 2-0 et l'Italien Il avait gagné 6-0 le 3. a déclaré forfait. Donc il affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale qui commence à 19h entre Yannick Sinner et Novak Djokovic. C'est plus Borg-Connors, moi je crois. Non, il n'y a jamais eu de finale Borg-Connors à Roland Garros. Je sais. Non, c'était Cochet, Borotra. Ça c'était à votre époque. Merci beaucoup Albin Teixeira. Allez, dans un instant, après les violences post-PSG Inter, le ministre de la Justice veut durcir les peines. Les magistrats répliquent, laisser les juges travailler en la sérénité. Alors parlons vrai, est-ce que les interventions de hauts magistrats comme Éric Reitz et Laure Bécaud, avec cela, la justice n'essaie pas d'éteindre l'incendie qu'elle a allumé? Et à cette question, peine symbolique pour les casseurs, la justice est-elle déconnectée? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Evelyne Sirmarin, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre venue sur Sud Radio. Question cash, réponse cash. 500 € d'amende pour tirer au mortier sur des policiers. Est-ce que c'est une peine lourde?
Non mais évidemment, vu comme ça, c'est ridicule. Mais en réalité, il faut voir la situation. Je pense que la personne, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'y avait pas eu de tir direct, heureusement, au mortier dans ce cas-là, qu'il y avait un B1 néant, qu'il y avait une situation où le policier, heureusement, n'avait absolument pas été blessé. Bon, pour un premier passage devant la justice, si la personne a un travail, un logement et a compris que vraiment la prochaine fois, ça lui tomberait sur le nez, c'est-à-dire qu'elle irait en prison, oui, effectivement, il y a une peine avec sursis avec une peine d'amende. Le problème, si vous voulez, c'est que maintenant, chaque décision judiciaire est passée au crible des médias, de l'opinion, etc. On en rend 120 000 par an, des décisions comme ça. Evelyne Sirmarin, on va faire le débat, mais dans quelques instants. On se retrouve tout de suite après une page de pub. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, René Chiche, et c'est l'heure du grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après les violences qui ont suivi la victoire du PSG le week-end dernier, le ministre de la Justice veut frapper fort, peine minimale, fin du sursis et des aménagements automatiques. Mais les magistrats montent au créneau ces dernières heures. Laure Becquot, procureur de Paris, affirme ce matin que 90% des dossiers ont déjà reçu une réponse pénale. Et Rémi Yates, procureur général près la Cour de cassation, disait hier, il faut laisser les juges faire leur travail dans la sérénité. Alors parlons vrai, est-ce que des peines avec sursis ou des TIG sont dissuasives des travaux d'intérêt général contre la récidive selon vous? Et à cette question, peine symbolique pour les casseurs, la justice est-elle déconnectée? Vous dites oui à 97%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300 avec nous. Evelyne Sirmarin, magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. On va faire un tour de table. Philippe Bilger. Je me demande, dans la mesure Evelyne Sirmarin est régulièrement invitée pour que je lui apporte la contradiction, si elle n'a pas une chambre à Sud Radio, parce qu'elle est... c'est assez extraordinaire, ça doit être le progressisme de notre ami Philippe David. Je vous en prie. Mais sérieusement, je trouve que les magistrats, ceux qui ont été nommés, dans leur déclaration, ont montré qu'ils étaient totalement désaccordés avec la majorité politique qui a exprimé le désétonnement, voire de l'hostilité à l'égard de décisions qui n'apparaissaient pas à la hauteur, et du sentiment populaire qui partageait la même impression. Je suis tout de même très étonné. Je vais aller très vite là-dessus. À partir de ce qui s'est passé depuis le 31 mai, on peut ou adapter les critères conventionnels, traditionnels de la justice pénale. On voit arriver des prévenus dont certains n'ont jamais été condamnés, dont la preuve individuelle est difficile à rapporter, et on les condamne traditionnellement. C'est ce qui s'est passé à du sursis avec de l'amende plus le colifichet d'un stage de citoyenneté qui a à peu près autant d'importance que faire de mes amis contradicteurs des intelligents. Merci beaucoup, c'est sympathique. On a bien fait de venir. Plus sérieusement, ou bien on considère que les gens qui ont été déférés depuis le 31 mai, en dépit de leur acte apparemment isolé, appartiennent à un processus collectif de violence dans lequel ils ont participé, et on les condamne évidemment à des peines d'emprisonnement ferme. Mais quelle image la justice donne avec les déclarations qui viennent en plus théoriser une forme d'impuissance. Benoît Perrin, je vous rassure, Philippe Bilger ne vous a pas traité de crétin, ni vous, ni René Chiche. Benoît Perrin. Bon, déjà, je trouve ça très chouette, très pertinent que les magistrats s'expriment et expliquent justement les décisions qui sont prises par d'autres. Donc ça, c'est, je trouve pour le coup une bonne nouvelle. En revanche, la vraie, je crois, mauvaise nouvelle, c'est effectivement tous les Français s'aperçoivent du décalage de plus en plus important entre justement la théorie et la pratique. En théorie, on nous parle effectivement d'années de 5 ans, de 7 ans de prison ferme quand on fait des vols, quand on agresse des policiers. Et Philippe l'a très bien dit, on se retrouve avec du sursis. Alors on nous répond toujours, ah mais vous savez, on regarde la gravité de l'acte. On nous répond, oui mais on regarde est-ce qu'il y avait des antécédents. Ensuite on nous répond, ah là là, mais on regarde aussi la situation personnelle de la personne qu'on a en face de nous.
Bon, bah écoutez, très bien, mais quand on est, je crois, un citoyen français et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on est quand même un peu affolé de cette perception, de ce sentiment qui d'ailleurs maintenant aujourd'hui n'est plus un sentiment d'une espèce de laxisme. Et c'est vrai qu'on est en train de se demander, mais pourquoi finalement il ne peut pas y avoir tout simplement des périodes de prison ferme très courtes, mais quand même des périodes de prison ferme. René Chiche. Alors, déjà, je ne suis ni laxiste, ni gauchiste pour montrer qui je suis. Par contre, je pense que le vrai problème, ce n'est pas que la justice soit déconnectée. C'est d'abord, je crois qu'elle est débordée, déjà, par le nombre de dossiers. Et surtout, il ne faut quand même pas oublier quelque chose d'essentiel, c'est que il n'y a plus de place dans les prisons. Vous savez qu'il y a quand même 5 ou 6 000... Non, attendez, je termine, Philippe. Il y a 5 ou 6 000 détenus qui vivent par terre dans les prisons, qui dorment par terre. Il n'y a pas de place dans les prisons. Le candidat Macron, pour qui j'ai voté en plus en 2016-2017, avait dit qu'il allait construire 15 000 places de prison. Absolument. On est à 3 000. Même pas 5 000. On est un peu plus de 3 000 et au bout de 8 ans. Exactement. Le lot a coulé sous les ponts quand même depuis 2017. Excusez-moi, c'est quand même l'un des principaux problèmes. Parce que je ne pense pas que les juges soient déconnectés et ne veuillent pas mettre en prison des gens. Je ne pense pas. D'ailleurs, je ne participe pas, moi, à cette meute anti-juge où on généralise vraiment tous les juges comme étant des juges syndiqués, opposés à l'emprisonnement, etc. Je pense que pas. Malheureusement, la situation actuelle fait qu'il n'y a pas de place. Et en plus, il y a quand même une échelle des valeurs dans les peines aussi, excusez-moi. Si on condamne quelqu'un qui a fait effectivement des actes totalement répréhensibles, comme un mortier, etc., à une peine importante, alors à combien va-t-on condamner la personne qui tue un enfant ? Je veux dire, il y a une échelle des valeurs dans les peines. C'est quand même le fondement du système judiciaire. Il faut réfléchir. Et je ne dis pas non plus que tous les Français pensent qu'il faut absolument emprisonner tous les délinquants, parce que je n'aime pas qu'on généralise ce genre de choses. On va donner la parole à Evelyne Sirmarin et après on va faire. Evelyne Sirmarin, pour répondre à Philippe Bilger, Benoît Perrin et René Chiche. Je pense que vous avez trouvé que René Chiche était le plus sympathique et pour le plus vous. intelligent. Ça j'ai des doutes. Non, mais c'est difficile. C'est difficile, vous voyez, parce que le problème, c'est que je vais vous dire que les peines d'emprisonnement, la durée est passée en 15 ans de 8 ans à 12 mois. Je vais vous dire que les prisons sont pleines. Mais ça ne va pas vous convaincre, parce que vous allez me parler du sentiment d'insécurité. Et pour revenir à cette audience, et pourtant les chiffres sont clairs, la justice n'est pas du tout laxiste, elle condamne de plus en plus, elle est très lente, c'est tout le problème. Mais pour cette audience, vous avez eu des peines jusqu'à 15 mois fermes. Vous avez eu des peines avec sursis. Alors vous allez me dire, oui, le sursis, c'est de la blague, ça sert à rien. Mais écoutez, le sursis, il y a à peine 15% de récidive. La plupart des gens avec le sursis, ils ont compris, ils recommencent pas, parce que justement, ils ont une insertion. La personne qui a un boulot, un logement et une situation de famille stable, elle récidive pas. Donc, c'est ça qui compte, en fait, pour la société. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas entendable. On préfère penser qu'il y a que la prison qui marche. Or, la prison, ça ne marche pas. Il y a 60% de récidive. Dans ce cas-là, on va supprimer les prisons, alors, si ça marche pas. Non, pas du tout. Mais la prison, c'est pour les choses très graves. Si un policier, heureusement, n'est pas blessé, mais qui a quand même... Moi, j'ai eu des affaires, et je sais que M. Bilger aussi, on a tous eu, on balance une canette de bière sur un policier, on balance des trucs et tout, c'est inadmissible. Il y a une peine, mais est-ce que ça vaut le coup de perdre son travail pour ça, si ensuite on ne recommence pas de toute sa vie? C'est ça le boulot du juge. Et je finis simplement en disant, bon, tantôt c'est les narcotrafiquants qui menacent les juges, et c'est très grave, et puis alors tantôt c'est les politiques qui disent que ça ne va jamais. Que ce soit les comparutions immédiates, que ce soit l'affaire Le Pen, les affaires Sarkozy, ça ne va jamais. Donc il faut laisser effectivement les juges apprécier et ne pas changer tout le temps tout le système pénal. Philippe Bilger. Ma chère Evelyne, si vous le permettez, je ne vois pas où vous êtes allé chercher le fait que 4% des gens condamnés 15 ne récidivent pas. C'est l'enquête INSEE 2021, figure 2, sécurité et société. Regardez l'enquête. Et ensuite, bien sûr, la prison, il y a une récidive pour une raison simple, c'est que ceux qui sont mis en prison
prison, la plupart du temps, ne sont pas guéris par l'emprisonnement, n'ont qu'une envie, c'est de renouveler à la sortie. Mais là où vous fuyez, me semble-t-il, un petit peu le vrai débat, comme diraient les politiques, c'est le fait que vous ne nous répondez pas sur le sentiment et la réalité plutôt du hiatus grave entre les pratiques judiciaires à la suite de violences, d'incendies et de dégradations inadmissibles depuis le 31 mai. La discordance entre ces pratiques et l'attente populaire. Alors vous allez me dire que le peuple ne fait pas la justice, mais tout de même, lorsqu'il y a un tel gouffre, c'est très inquiétant. Et pourtant, la justice est rendue au nom du peuple français, Evelyne Sirmarin, pour répondre. Oui, mais bien sûr, mais moi ce que je voudrais, c'est que vous expliquiez, par exemple, pour chaque dossier, ça ce serait vraiment un travail intéressant des médias. Oui, c'est vrai, un tel a été condamné à 4 mois sursis, ça vous semble pas beaucoup, mais voilà la situation. Voilà exactement ce qu'il a fait. Heureusement, il n'y a pas de policier blessé. Donc, on lui laisse une chance. Si dans 5 ans, c'est ça sursis, si dans 5 ans, vous récidivez pas, à ce moment-là, eh bien, vous n'allez pas en prison et c'est terminé. Et Monsieur Bilger lui-même, moi, ce que j'admire comme avocat général chez lui, c'est qu'il a requis des acquittements. Donc, oui, mais Evelyne, vous oubliez une chose. Vous nous parlez de la preuve individuelle. Elle n'a plus le moindre effet aujourd'hui dans des journées où des violences collectives sont commises et on applique une grille conventionnelle à des actes qui n'ont rien à voir avec la justice traditionnelle, en dépit de ce que dit mon ami René Chiche, qui est allé chercher le chiffre de 6000 personnes. Mais c'est vrai. Plaisanter, il y en a tout cassé, il y en a 2000. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Excusez-moi, il y a 6000 personnes qui dans les prisons dorment dans... Bah si, c'est faux. Mais pourquoi vous dites 2000, 2000. Ah bah excusez-moi, moi j'ai le chiffre de 6000, donc vous affirmez ce que vous voulez. Vous les avez inventés. De toute façon, non pas du tout. Alors pas du tout, je n'invente jamais rien. Et excusez-moi, et quand même le problème, au-delà de ce que vous avez dit, vous et madame Evelyne Sirmarin. Mais excusez-moi, je répète ce que j'ai dit encore une fois, la surpopulation dans les prisons, c'est aussi un problème. Non, c'est pas un problème. Mais non, c'est pas un problème. Ah, c'est pas un problème. D'abord, il faut construire des prisons. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une canette, vous allez le mettre dans une prison, alors que finalement, il n'y a rien à y faire. Et l'arbitrage à faire entre une surpopulation et la gravité d'une transgression, j'hésite pas une seconde. Alors, permettez-moi de dire, moi j'ai vu un cas de quelqu'un qui s'est retrouvé en prison, qui était quelqu'un de très connu, c'était un chanteur à succès dans les années 70. Oui. Mais je vais vous dire qui c'était. Non, Patrick Topalov. Parce qu'il a eu un divorce au moment où il gagnait beaucoup d'argent. Il n'en a plus gagné du tout. Il ne pouvait pas payer la pension alimentaire. Il s'est retrouvé en prison. Parce qu'il ne pouvait plus payer. Non, mais c'était pas de la mauvaise foi. Non, mais lui, il allait en prison quand même. Non, mais attendez, lui, il allait en prison. D'accord, mais non, on parle d'actes de violence de gens qui agressent des policiers, qui pillent dans des magasins. Objectivement. C'est plus grave de piller un magasin que quand vous ne pouvez pas payer parce que les décisions étaient prises avant. Exactement, on est bien d'accord. On part au 0826 300 300. Benoît de Limoges. Philippe René Chiche. Pardon, excusez-moi. Benoît de Limoges, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vu de Limoges, il n'y a pas eu trop de violence à Limoges, ça a été? Non, ça a été. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi je pense qu'il faut déjà d'une part laisser un petit peu les magistrats tranquilles et faire leur travail. Alors je suis pas complètement sûr qu'ils soient déconnectés. Je pense qu'ils sont certainement plus formés que la plupart des Français à infliger des peines et des sanctions pour les erreurs qui ont été commises. Maintenant, comme dit vos intervenants, un peu tout a été dit. Le sursis, ça sert à quelque chose. Ça évite peut-être de recommencer des bêtises. Les prisons, il y en a pas assez. Et puis en construire, mais personne n'en veut près de chez soi, donc c'est compliqué aussi. Après, c'est vrai que quand on voit certaines exactions, on se dit peut-être que les peines ne sont peut-être pas assez lourdes ou qu'il faudrait peut-être trouver des sanctions autres que la prison, des réparations, des tiges, des choses comme ça. Après, moi, ce qui m'embête un peu dans cette polémique, c'est que ça vient de Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, qui, bien qu'il n'était pas ministre de la Justice, est quand même au gouvernement depuis 2017.
Et donc, s'il avait voulu faire quelque chose, je pense qu'il aurait pu le faire depuis belle lurette. Hein. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que chacun voit un petit peu, se recentre un petit peu et se remette en question, à commencer par monsieur Darmanin. Alors, merci beaucoup, Benoît. Vous restez avec nous pour le qui c'est qui l'a dit. Evelyne Sirmarin, le mot de la fin pour répondre à Benoît et à Philippe Bilger qui s'est enflammé. Non, mais pas du tout. D'ailleurs, la preuve, il vous appelle Evelyne. Alors moi, je vous appellerai Madame Sirmarin, Madame la Présidente, Madame le juge. Je la connais, c'est devenu une amie sur cette radio. Ah, il y a des connivences, s'il vous plaît. Du moment qu'il ne m'appelle pas Madame Evelyne, ça va. Hein. Écoutez, non mais voilà, les conclusions, c'est qu'on a un tribunal qui a prononcé des peines entre 3 mois sursis et 15 mois ferme. Ça, c'est de la justice, c'est-à-dire qu'on a effectivement une application individualisée à chacun des peines. On ne peut pas avoir un barème avec une machine à juger, il faut des juges qui adaptent les peines. C'est l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, personnalité des peines selon la situation et selon la gravité de l'infraction. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Evelyne Sirmarin. Je ne me permettrai pas de dire Evelyne contrairement à Philippe Bilger. Alors que depuis l'invité à chaque fois. Magistrate et ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Allez, tout de suite, on va faire le qui c'est qui l'a dit. Et je dois dire que si Philippe Bilger triche, c'est prison ferme directement. Restez bien avec nous dans les vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, avec Benoît Perrin et René Chiche. Nous avons Benoît de Limoges avec nous. Benoît, bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir, vous connaissez le principe. C'est à vous de lancer les jeux, vous avez carte blanche. Et maintenant, le qui c'est qui l'a dit. Bravo. Magnifique. Magnifique. Clair, net, précis, rien à dire. Alors, Benoît répond en premier, puis après c'est la foire d'empoigne habituelle. Bien sûr. Vous êtes prêts, Benoît? Oui. Qui c'est qui l'a dit? J'espère qu'il y aura des révoltes générales bien avant 2027. Attendez. À gauche, ça. Oui, Benoît, pas Perrin, Benoît. Sondelier. Non. Nathalie Arthaud. Ah non, j'avais levé la main le premier. Non, mais j'avais levé la main le premier. Il faut savoir s'il n'y a pas de règle, il faut le dire. C'est sûr que c'est moi. Oui, mais s'il n'y a pas de règle, il faut le dire. C'est que moi, j'ai levé la main. Eh ben moi aussi. Moi, j'ai levé la main et j'avais la réponse. T'as notre magnifique réalisateur Maxime. Bon, merci Maxime. Vous êtes magnanime, on met 3 points. Ah non, je suis pas magnanime. Non, je ne suis pas magnanime. Les 3 points, c'est pour moi. Sinon, je quitte ce plateau. Donc, c'est 3 points pour moi. Messieurs les censeurs, bonsoir. S'il vous plaît, Benoît, qui c'est qui l'a dit? Notre groupe votera pour le versement des allocations familiales dès le premier enfant. Benoît. Fort. Non, c'est un député. Allez-y, les vraies voix. Tanguy. Non. Philippe Tanguy. Non, gauche. Gauche. Il est très connu. Très connu. Il n'est pas LFI. Il est pas LFI. Non. Ah, Ruffin. Bonne réponse de René Chiche. Non, baissez vos bras, s'il vous plaît. Pourquoi François Ruffin. Qui c'est qui l'a dit, Benoît? Nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congé payé et l'augmentation des salaires. Oh, c'est à gauche, ça. Oui, ça oui. Mélenchon. Non. Bompard. Non. Bonne panneau, bonne réponse de Benoît. Bravo. Bien joué. Panneau. Panneau. Bravo. Qui c'est qui l'a dit, Benoît? Les islamistes et les voyous font la loi dans les quartiers. Ça, c'est à droite, ça. Oui. Tanguy. Non. Robert Ménard. Bonne réponse, Robert Ménard, le maire de Béziers. Il est en forme, René Chiche. Tout le temps, Il a envie de Béziers. Il est fort, René. Je gagne tout le temps. Qui c'est qui l'a dit, Benoît? La droite ne pourra plus jamais gagner sans une union claire avec le Rassemblement national. Benoît. Rotaillot. Ciotti. Ben là, je vous mets en même temps. Égalité. Je ne partage pas. Bah écoutez, Personne n'est partageur ici. On va trancher, ça sera pour moi les points. Non, mais attends. C'est clair. Bon. 6 points. Benoît, qui c'est qui l'a dit? On ne va pas accepter des impôts et l'injustice sociale et fiscale au nom d'une loi sur la sécurité dont on ne verra pas le jour. Oh, j'ai entendu en plus. Je sais pas. J'ai entendu, mais C'est un député Oui, ça enfin. Mais dont le nom de famille est un prénom. Prenez Édouard Philippe. Non. Pas le même bord. Pas le même bord. Bonne réponse de Benoît. Jean-Philippe Tanguy. Ouh là là. Il est bon, Bien joué, il est bon, Benoît. Les Benoît sont bons, hein. Bravo. Et ça compte, ça. Quel beau prénom.
Qui c'est qui l'a dit? Vous avez dit 2, il en avait 3. Ben oui, 3 points, c'est bien. Non, mais 3 prénoms. Vous aviez dit 2 prénoms. Non, il a un nom de famille qui est un prénom. Mais non, mais j'ai dit il a un nom de famille qui est un prénom, c'est tout. Allez, qui c'est qui l'a dit? Sur la brouille Trump-Musk, c'était prévisible. Ces deux-là n'étaient pas faits pour s'entendre. Benoît. Oh, ben je pense savoir. C'est français, ça? Comment? C'est français, oui. Je sais pas. Un ministre. Je sais. Allez-y, les vrais voix. Barreau, il l'a dit plus vite. Je l'ai dit avant. Monsieur le procureur, on se calme, j'ai dit avant, c'est pour moi. Non, il faut les connaître, les ministres. Mais non. De toute façon, vous étiez derrière. Il y avait 6 points d'écart, donc il gagne de toute façon. Qui? René Chiche. Non mais moi j'ai de la compassion quand même pour notre ami Benoît Perrin qui lui a toujours lève son doigt comme un élève. Mais ici, cher ami, c'est le football italien des années du début des années 90. Vous découpez tout le monde. Mais à chaque fois je gagne. Excusez-moi, vous faites du Costa Curta ou du Tassotti ou du Gattuso un peu plus tard. Vous taclez à la gorge, cher ami. Merci beaucoup Benoît de Limoges. Vous écoutez Sud Radio régulièrement? Mais excusez-moi, vous n'avez pas dit qui a gagné là? C'est vous. Merci. Écoutez, non, le score on s'en fiche. Le score il a gagné voilà, allez, 12 points, 6 points pour Benoît, 3 pour vous et 0 pour Benoît. Vous écoutez Sud Radio régulièrement, Benoît? Ah, ça a coupé. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour mon coup de gueule. Eh bien écoutez, on va parler de Demain on rase gratis, mais il n'y aura pas le barbier de Séville dedans. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Retour des vraies voix jusqu'à 19h avec un trio en pleine forme aujourd'hui. Philippe Bilger, Benoît Perrin, René Chiche. Cette première heure était, comme on dit au rugby, viril mais correct. Remarquable avec quelques plaquages. Oui, quelques retardements. Quelques drops. Eh bien écoutez, après les plaquages, vous savez ce que ça va être? Ça va être le répondeur. Oui, bonjour. Donc, je suis Isabelle, j'habite près de Cergy-Pontoise. J'appelle par rapport aux casseurs. Moi, j'appelle ça un petit peu, là où j'habite, ces gens-là, j'appelle ça des quartiers Pénélope. Les quartiers Pénélope, en référence à l'épouse d'Ulysse dans l'Odyssée. Je pense que tout ce qu'on pourra mettre en place, l'État, que ce soit des écoles spécialisées, des aides, etc. Enfin, bon, tout ce qu'on a fait aussi jusqu'à présent. Malheureusement, le jour, c'est bien, mais la nuit, il y en a d'autres qui se chargent de défaire tout ce que font les gens bien le jour. Le souci, c'est que ces autres ont la main sur ces quartiers et c'est ceux-là qui sont envoyés en prison. Les quartiers Pénélope ont déconstruit ce qui a été construit, c'est très joliment dit. Mais j'espère que ce ne sont pas les mêmes qui en jouissent durant le jour, qui viennent les détruire la nuit. René Chiche. Oui, je partage l'opinion de Philippe Bilger. Et vous, Benoît Perrin? Je partage l'opinion de Philippe Bilger. Ah bah le moins qu'on puisse dire, c'est que Isabelle fait l'unanimité. Allez, on va faire une heureuse les amis, direction Haute-Rive, dans la Haute-Garonne. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Philippe, bonsoir à toute l'équipe de Sud Radio. Alors, vous avez été le 8e appel au 0826 300 300 et vous avez donc gagné un récepteur DAB+ Muse, c'est la radio numérique terrestre, avec une qualité d'écoute exceptionnelle, avec tuner FM intégré également, écran LCD, prise casque et 60 stations en mémoire. Le week-end de Pentecôte commence bien. C'est clair, et je n'aurai plus d'excuses, je ne pourrai plus louper une seule émission de Sud Radio. Ah ben on va vous suivre de très près, croyez-nous, on va vous espionner. Nous aussi. Alors pour remercier Philippe Bilger, c'est lui qui avait dit le 8e appel et vous avez été le 8e appel. Ce serait vous. Merci. Il a une qualité pour mentir, c'est impressionnant. Vous écoutez. Ça vaut largement les estampes japonaises. Mais on le voit, ou qui c'est qui l'a dit. Ah bah merci, voilà quelqu'un qui suit bien l'émission. Vous écoutez Sud Radio souvent, Sabrina? Oui, à chaque fois dans la voiture, et quand j'ai pas le temps, je fais à chaque fois les replays. Que ce soit vous, Berkoff, ou peu importe. Ah bah merci beaucoup. Ouais. On vous embrasse, on embrasse les habitants d'Haute-Rive et du sud de la Haute-Garonne. Merci à vous, excellent week-end de Pentecôte, Sabrina, et encore bravo pour avoir gagné ce récepteur DAB+ Muse avec Muse évidemment et Sud Radio. Dans quelques instants, je vais pousser mon coup de gueule du côté du Palais Bourbon, vous allez comprendre pourquoi. Et ensuite, on parlera de la suspension de MaPrimeRénov' avec Julien Chambon, mais Renaissance de Houille et spécialiste des questions de logement. Restez bien avec nous, on les vraies voix.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Benoît Perrin, et c'est l'heure du coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon, et le moins qu'on puisse dire est qu'on peut y entendre des propos surprenants tenus depuis la tribune de l'Assemblée nationale. Nous ferons la retraite à 60 ans, la 6e semaine de congés payés et l'augmentation des salaires. Vous avez reconnu Mathilde Panot, présidente du groupe LFI, développant un programme en 3 points, encore plus drôle que celui-ci. 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Vous avez reconnu l'immense Louis de Funès dans La Zizanie qui, du paradis des géants du cinéma comique, doit se dire que 42 ans après sa disparition, il a été totalement ringardisé, non pas par un comique de génie, mais par une femme politique de premier plan. Oui, finalement, le programme en 3 points de Louis de Funès dans un film sorti en 1978 était beaucoup plus plausible puisque, suite au premier choc pétrolier 5 ans plus tôt, on pouvait encore rêver de revenir au plein emploi. Mais le programme énoncé par Mathilde Panot relève lui non pas de Louis de Funès, mais d'un humour que Coluche n'aurait même pas osé. La retraite à 60 ans, avec quel argent? Le vieillissement de la population fait que c'est totalement infaisable. D'ailleurs, nos voisins qui ne sont pas des enfers sociaux sont à 65 ou 67 ans et même à 70 comme le Danemark. Enfin, si on peut faire la retraite à 60 ans, mais avec des retraites de misère, vous me direz, tous pauvres, au moins il n'y aura plus de problème d'inégalité. La 6e semaine de congés payés. Pourquoi pas? Mais avec déjà 25 jours de congé plus 11 jours fériés en travaillant moins par semaine que les autres pays européens, c'est une incitation pure et simple à la création d'emplois ailleurs qu'en France. Enfin, la hausse des salaires, le meilleur étant pour la fin. Dans la fonction publique, il n'y a plus un centime. Dans les entreprises, ce n'est pas l'État et les politiques, pires gestionnaires qui soient, qui font la politique salariale des entreprises privées. Dieu merci, car si la France se retrouverait en 6 mois avec une économie qui se situerait quelque part entre le Zimbabwe et la Corée du Nord, et pour l'économie française, ça ferait... Je saute. Philippe Bilger. Brillante dénonciation, même pour un profane comme moi. Ces 3 idées sont absurdes. Bravo, Philippe. Avec De Funès, ça passe mieux en plus. Oui. Alors c'est vrai, mais quand j'entends les députés LFI parler d'économie, j'ai l'impression d'entendre mon fils qui d'ailleurs vient d'être élu. Délégué de classe, exactement, qui voulait taper sur 3 idées fortes: des bonbons pour tous, des frites à la cantine tous les jours et sport toute la journée. Il a été élu là-dessus. Quand j'entends les députés LFI, j'ai l'impression d'entendre mon fils. René Chiche. Bien, nous disions tout à l'heure que les juges étaient peut-être déconnectés de la réalité. Moi, je pense que les députés LFI sont complètement déconnectés des réalités économiques. Vous voyez, comme quoi, je suis pas de gauche. Mais ce qu'on vient d'entendre, en plus, moi, j'avais même l'impression que Mathilde Panot elle-même était un sketch. La façon dont elle déclame, en plus, cette façon de parler dont elle parle, c'est, je trouve, ridicule. Mais ils sont complètement déconnectés. Et puis bon, c'est vraiment rasé gratis. Et je ne sais pas s'ils sont au courant de la situation actuelle de la France. Allez, tout de suite, coup de frein brutal pour la rénovation énergétique. Ma prime rénov', cette aide très utilisée pour améliorer l'isolation ou changer sa chaudière est suspendue. Albin Texaïra. Oui. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, il y a trop de dossiers, trop de fraude autour de cette prime MaPrimeRénov', dit le gouvernement. Près de 16 000 dossiers sont jugés suspects, soit 12% du total. Pour le ministre de l'économie, Éric Lombard, pas question de faire des économies en douce. L'objectif est de rétablir l'aide avant la fin de l'année. Mais cette pause provoque un tollé. Le secteur du bâtiment est sous tension. Les collectivités dénoncent un non-sens total. En attendant, des milliers de ménages modestes risquent de voir leur projet de rénovation stoppé net. Tu peux dire nombre de logements en attente. Julien Chambon, bonjour. Vous êtes maire Renaissance de Houille dans les Yvelines et spécialiste des questions du logement. Plus de 200 000 logements sont en attente de cette prime rénov' actuellement, par le blocage actuel de cette prime rénov'. Que signifie concrètement ce blocage pour les ménages en attente de cette prime? Il est certain que la suspension de cette prime vient impacter directement, et vous l'avez dit, les ménages les plus modestes. Un exemple concret, je suis copropriétaire. Tous ceux qui sont propriétaires en France ne sont pas des gens riches. Ils ont acquis leur bien il y a quelques années à la sueur de leur front, et ils se retrouvent dans des situations où le jour où il faut voter les travaux de rénovation de l'immeuble, ils sont face à une dépense en moyenne dans l'agglomération de Houille, c'est à peu près 20 000 euros les coûts de travaux pour isoler sa copropriété. Donc on vous demande 20 000 euros. Sur ces 20 000 euros, on essaye à travers MaPrimeRénov' d'apporter à peu près 8 000 euros d'aide individuelle, et
nous, l'agglomération où il appartient, apporte à peu près 3 000 € justement spécifiquement pour les copropriétés. Pourquoi ? Parce que si un copropriétaire modeste ne peut pas subvenir aux travaux votés, soit il bloque le processus de rénovation de la copropriété, et ça peut se dégrader, vous pouvez avoir un bâtiment qui va prendre l'eau, qui ne va pas être rénové, soit tout simplement, vous pouvez être obligé de vendre votre appartement et vous vous retrouvez sans rien. Non seulement vous devez payer les travaux, vous devez vendre l'appartement sans être sûr de récupérer la somme que vous avez payée pour les travaux, et vous devez vous reloger en région parisienne, et on sait que c'est extrêmement difficile de se loger en région parisienne à bon prix. C'est un vrai problème, et un problème extrêmement aigu pour nos concitoyens, et les Evillois de surcroît, et les Parisiens, d'autant plus. 16 000 dossiers sont en attente, sont jugés suspects. Et est-ce que c'est un argument qui peut s'entendre, cet argument de la fraude que le gouvernement dit combattre ? Il est entendable de se dire que cette prime elle est suspendue parce qu'il y a 16 000 dossiers qui sont jugés. C'est sûr que pour les entreprises et nos petits artisans, c'est une mauvaise nouvelle parce que ils sont très dépendants de ce genre de chantier. Les chantiers chez les particuliers, les chantiers dans les rénovations, nos entreprises, nos petites entreprises risquent d'être énormément impactées. Donc là, il y a une vraie inquiétude. En même temps, ça pose question. Si l'économie de notre économie du bâtiment en France dépend à ce point-là d'argent public, il y a peut-être aussi un échec quelque part. Il faut peut-être se re-questionner et peut-être innover et ne pas reproduire une situation où finalement on ne sait parfois pas trop où va l'argent. Et oui, il faut le dire, il y a parfois de l'argent mal utilisé. Et je pense, en tout cas je fais partie de ces élus qui re-questionnent le format de MaPrimeRénov' avec cet argent finalement public qui n'existe plus, qui est pourtant massivement distribué. Je rappelle quand même accessoirement que l'État, à partir du mois d'octobre, il paye ses fonctionnaires à crédit. Est-ce qu'on a aujourd'hui la capacité de financer les ravalements de certaines propriétés qui n'ont pas forcément nécessité à être aidés, certains ménages qui n'ont pas nécessité à être aidés? Moi, ce que je dis, c'est que s'il faut soutenir les ménages modestes, s'il faut accompagner la transition écologique, il faut également créer du logement en région parisienne. C'est de ça dont les Français ont besoin, et c'est en analysant les intérêts, en alliant finalement intérêt écologique et intérêt économique, favorisons l'accès au logement des franciliens. C'est comme ça qu'on arrivera à redonner du sens à l'argent public avec des formats que je développerai tout à l'heure peut-être. Parler d'argent public, Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés, veut vous interpeller. Oui, alors c'est vrai que moi j'aimerais bien surtout qu'on vienne sur des réglementations qui sont folles. Enfin, cette loi climat là, qui a été votée en 2021. La loi climat résilience. Climat résilience, elle a créé les fameuses ZAN, donc zones d'artificialisation nette. Voilà, zéro artificialisation nette, c'est ça. Qui pénalise notre industrie. Ça a mis en place les ZFE, donc zones à faible émission, qui heureusement a été retoquée par les députés. Et puis, elle a mis en place cette histoire de DPE qui interdit aux propriétaires qui ont des mauvaises, qui sont propriétaires de passoires énergétiques, qui les interdit de louer les logements qu'ils ont. Donc je trouve ça absolument incroyable qu'on oblige des gens à faire des travaux s'ils trouvent des locataires, qu'on informe les locataires sur oui effectivement ça va vous coûter cher en énergie, je trouve ça normal. En revanche, qu'on interdise les propriétaires de louer à des gens qui en conscience louent des appartements qui sont des passoires thermiques, je comprends pas. Et deuxièmement, là on voit toujours la limite des subventions, parce que quand vous mettez en place des subventions, et ben vous avez des pans entiers de l'économie qui dépendent effectivement de l'État. On le voit avec les taxis sanitaires en ce moment, et du coup dès lors qu'on veut faire des économies, et ben vous avez des professions qui se lèvent les unes après les autres en disant ah ben non, surtout ne supprimez pas ces subventions parce que ça fait partie de notre business model. Donc c'est, je trouve, très malsain. Deuxièmement, ça génère des fraudes, puisque dès lors que vous mettez de l'argent public en jeu, il y a toujours des petits malins qui vont effectivement essayer de tordre le système. Et puis, troisièmement, c'est vrai que dès lors qu'il y a des subventions, par définition, ça fragilise nos comptes publics. La prime rénov', c'est quand même 2,5 milliards. 2,5 milliards, c'est quand même le quart, il faut vraiment le dire, le quart du budget de la justice tous les ans. Donc je veux dire, ça me semble être de la folie furieuse, ces histoires de subventions. Alors vous portez, pour répondre à Benoît Perrin, et aussi vous avez des propositions, monsieur le maire. Oui, moi je suis d'accord avec le fait qu'il faut arrêter de distribuer l'argent comme ça, sans capacité à investir dans l'avenir. En fait, le problème c'est que comme l'argent public est rare, il faut qu'il soit bien utilisé. Aujourd'hui, on a des biens en Ile-de-France, et oui, c'est le cas, de propriétaires qui ont des maisons, des pavillons qui sont issus de l'après-guerre, qui ont été construits lors de l'urbanisation, on va dire, massive de la région parisienne. Ces gens-là, aujourd'hui, sont des propriétaires modestes, ou ce sont les enfants des gens qui ont construit ces maisons-là. Comment on redonne, on va dire, une seconde vie à ces maisons-là, qui, de toute façon, on le sait, sont obsolètes d'un point de vue énergétique. Et donc, on va dire, accroissent les inégalités. C'est-à-dire que je suis propriétaire modeste d'un petit bien, et en plus, je paye cher ma facture d'électricité ou ma facture de gaz. Donc, c'est quand même un cercle vicieux qu'il est sain de briser. Redonner une seconde vie. De payer cher son énergie plutôt que de faire des travaux à 30 000 €. Entretenir son bien, c'est bien, c'est sain, c'est un bon investissement. Oui. Moi, ce que je propose, c'est que quand l'État donne de l'argent aux Français sur un bien immobilier, c'est par exemple qu'il crée aussi
un logement supplémentaire. C'est tout l'enjeu pour moi un Big Bang de la politique du logement. Ce serait plutôt de se dire, au lieu de distribuer une subvention, je co-investis auprès des propriétaires. De plus en plus de gens ont du mal à se loger, à devenir propriétaires. Il faut réinventer, j'ai envie de dire, le rêve français de l'accession à la propriété. Et en Ile-de-France, qu'est-ce qu'on a? On a soit des gens qui possèdent déjà une maison, donc créer un logement dans une maison qui existe, ça coûte moins cher que de raser une maison, de reconstruire ou d'acheter un terrain. Donc déjà, on lève un premier frein dans la construction en Ile-de-France. Et puis accessoirement, ça peut faire un revenu. C'est-à-dire vous avez un bien qui vous loge et qui en plus vous génère un petit revenu. Pour certaines personnes de la classe moyenne, ça peut être un vrai essor et ça peut être une pérennisation, mais vous pouvez même vivre plus longtemps chez vous parce que quand vous tombez en retraite, vous perdez des ressources. Et ben, la maison elle est vide, les enfants ont grandi. Et peut-être que là, intelligemment, on peut vous aider à financer l'adaptation de votre maison, ou on peut vous aider à accéder à la propriété. C'est ce que je propose à travers ce que j'appelle la BPI du logement. L'État ne serait plus distributeur de subventions, mais co-investisseur et récupérerait ses biens. C'est acté chez le notaire. Au bout, soit la transaction, si vous revendez le bien, l'État récupère ses billes, soit au bout d'une certaine période, il récupère ses billes parce que vous avez mis de côté pour le rembourser. Et vous ne pensez pas qu'il faut simplement supprimer les normes pour pouvoir libérer la construction en France? Vous parlez à tous ceux qui construisent des bâtiments, ils vous disent tous la même chose. En 10 secondes. Le maire est la première victime de cette inflation des normes. Et du coup, nos concitoyens, on doit se battre à la fois pour leur permettre de réaliser leur projet de vie. Prendre 6 mois, 1 an pour réaliser un permis de construire, c'est une hérésie. Et en effet, vous l'avez dit, ça favorise la fraude et ça favorise surtout le fait que les gens soient payés sur les projets immobiliers. En fait, on veut que ce soit les gens qui aient accès à ce pouvoir d'achat, pas forcément les intermédiaires. Merci beaucoup Julien Chambon, merci beaucoup Almatel Chara. Julien Chambon, maire Renaissance de Houille. On se retrouve tout de suite pour le tour de table de l'actualité des vraies voix. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, René Chiche, et c'est l'heure du tour de table de l'actualité. Mais on est chez les fous là. Oui, je vous le donne en mille, le meilleur fion c'est celui de Lucette. Ah mais là c'est sérieux. Précisons que le fion ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs quoi. D'habitude quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. Le tour de table de l'actualité. J'ai oublié ça. Eh ben c'est... Ah non, c'est pas moi. Non. Philippe Bilger, vous voulez parler du flou, pas du fion, de Didier Deschamps. Oui, parce que je peux pas dire que je raffole de Didier Deschamps, franchement, et j'ai hâte de le voir partir pour être remplacé par Zidane. Mais hier, je l'écoutais après la défaite de l'équipe de France. J'ai vu les buts après, 5-4. On était mené 5-1. Hein. Ouais, c'était un discours, au fond, quand on pense aux propos de Luis Enrique ou de grands entraîneurs clairs, nets, admettant la défaite ou expliquant la victoire par des considérations pertinentes, là j'ai l'impression d'une logorrhée, c'est bien, on aurait pu faire mieux, mais on a dominé. Décidément non. Didier Deschamps n'est pas mon entraîneur préféré. Moi je crois que j'aurais été un très grand entraîneur. À chaque fois je porte chance quand je caresse le crâne de mon début. Il y en a d'autres, c'était quand ils embrassaient le crâne d'un autre chauve, Fabien Barthez. Vous qui êtes fan de foot, vous êtes fan de Deschamps ou pas? Bah, au début, oui, puis là, je pense que tout le monde en a marre. Hein. Enfin, objectivement, on croise quand même rarement. Il est là quand même depuis 2012, non, ça fait quand même une paire, ça fait 13 ans. Justement, j'allais dire, c'est presque même pas de sa faute. Je veux dire, c'est comme à la fin de Mitterrand. Je veux dire, même si on était socialiste, on en avait marre. Bah là, franchement, on est au même niveau. Surtout que, effectivement, le successeur putatif est, je crois, un peu plus excitant que le sélectionneur actuel. Oui, alors sur son Mitterrand parlait mieux, tout. Mais tactiquement, c'était normal. Bon, effectivement, son discours est un petit peu ennuyeux, flou, pas très convaincant, mais il nous a donné, il nous a donné champion du monde, vice-champion du monde, vice-champion d'Europe pour lui quand même. Vice-champion du monde. Il restera dans l'histoire du football français. Il a gagné la Coupe du Monde. On ne jugera pas ensuite Deschamps sur ses paroles, ses mots, mais sur son palmarès, mon cher Philippe. Allez, on passe. Mais Aimé Jacquet, c'est arrêté au bon moment. Excusez-moi, Philippe Bilger. Je vais prendre sa défense. On est d'accord. Il est champion du monde 2018, vice-champion du monde 2022, vice-champion d'Europe 2016. Quand il récupère l'équipe de France, elle n'est pas au mieux. Il finit en quart de finale où il perd contre les champions du monde. En fait, permettez, on perd avec lui en 2014 contre le futur champion du monde. On perd en 2016 contre le futur champion d'Europe. Et excepté l'Euro 2020, on perd contre le futur champion du monde en finale, comme le Portugal en 2016 d'ailleurs avec l'Argentine.
on peut dire qu'il a fait quand même strike. Vous avez raison, Philippe. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oui, c'est pas parce que Zidane nous a fait rêver qu'aujourd'hui, on a envie d'avoir Zidane sur un terrain de football. C'est clair. Et puis alors, le discours de Zidane, ça promet les discours de Zidane. Oui, il est moins bavard. On va passer à Benoît Perrin qui dit oui à l'année blanche. Alors oui, petit élément de contexte. On sait qu'on est tous à la recherche de 40 milliards d'euros d'économie. 40 milliards d'euros, pour ceux qui parlent d'austérité, il faut toujours rappeler que ça fait seulement 2,5% de la dépense publique. Et donc, pour tenir les objectifs de déficit à 4,6%, une des solutions qui est proposée, c'est l'année blanche. Alors l'année blanche, c'est quoi? C'est très simplement qu'on gèle les dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on fait exactement en 2026 le montant de dépenses publiques qui a été dépensé en 2025. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire très concrètement? Eh bien, on gèle les budgets des ministères. Donc, très concrètement, on gèle l'avancement automatique des fonctionnaires. On serre la vis auprès des collectivités locales, c'est-à-dire qu'on leur donne exactement ce qu'on leur donnait en 2025. Et puis, on gèle aussi un certain nombre de prestations sociales, comme les allocations familiales, les minima sociaux, la prime d'activité ou encore les aides au logement. Donc, l'année blanche, c'est vraiment une année, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler des économies, c'est juste qu'on freine en fait la dépense publique. Parce qu'il faut toujours rappeler, la dépense publique, contrairement à ce qu'on nous dit, continue à progresser année après année. Et quand on vous parle d'efforts budgétaires, n'oubliez jamais que c'est par rapport à un tendanciel. C'est-à-dire très concrètement, on vous dit voilà, les dépenses publiques doivent augmenter, notamment parce qu'il y a plein d'allocations qui sont indexées à l'inflation, doivent augmenter de 10, et bien grâce à l'effort budgétaire de 3, elles n'augmenteront que de 7. Mais au final, elles finissent toujours par augmenter. Vous imaginez l'explosion sociale, Benoît, ce qu'annonçait Nathalie Arthaud tout à l'heure? C'est ce que j'allais dire, mon cher Philippe. Parce que, effectivement, je suis un peu d'accord avec vous, mais le fait de baisser l'assurance maladie, les prestations sociales, etc., c'est quand même quelque chose d'explosif. On risque pas baisser. C'est les gelés autant cette année. Les gelés, mais ça revient quand même un petit peu à les baisser. Voilà. Allez, votre tour de table. Bon, alors faut pas être très long, vous m'avez dit. Pas être très long. Alors écoutez, alors ce matin, j'ai entendu Jean-Yves Le Drian. Moi, c'est sur Israël. Je reviens d'un voyage en Israël. Bon. Ce matin, j'écoute sur une radio publique Jean-Yves Le Drian qui dit qu'Israël n'est pas une démocratie. Je suis tombé les bras vraiment hallucinants. C'est dingue. Il a dit ça. L'autre soir, le jour où je suis rentré, j'écoute sur la grande librairie de France 5, Annie Ernaux, qui dit que Israël est en train d'anéantir la culture palestinienne. Alors écoutez, je ne suis pas un électeur de Netanyahou. Je ne fais pas partie du Likoud. Mais dire qu'Israël n'est pas une démocratie, c'est vraiment mentir aux gens et participer vraiment à un climat anti-Israël et antisémite, mais totalement basé sur des mensonges. Israël est la seule démocratie de la région. Israël vient d'organiser, il y a 3 jours, la marche des fiertés à Jérusalem. Il y en aura une autre le 13 juin à Tel Aviv. Vous allez en Israël, c'est une société de totale coexistence. J'y suis allé. Vous voyez des musulmans, des juifs qui vivent ensemble. Donc on a l'impression d'être complètement déconnectés quand on vient à Paris d'ailleurs, parce que franchement ça n'a aucun rapport. Mais arrêtons. Et puis arrêtons de parler aussi, excusez-moi, de génocide du peuple palestinien. C'est faux. Et je termine pourquoi. Il y a 1 700 000 Palestiniens qui vivent en Israël. Je ne parle pas des Palestiniens qui vivent dans les territoires en Cisjordanie. 1 700 000 Palestiniens qui travaillent, qui ont tous les droits sociaux, qui sont protégés par la police israélienne. Vous avez des femmes en tchador qui sont dans les magasins israéliens qui vendent. Donc arrêtons avec ces discours qui sont aussi véhiculés par d'autres gens, je termine, par des gens comme Guillaume Ancel, Agnès Levallois, Pascal Boniface, le général Yakovlev. Israël, arrêtons de s'en prendre qu'à Israël, qui encore une fois est la seule démocratie. Et lorsque Renaud Retailleau parle de barbares, pour ceux qui lancent des cailloux, des trucs en France, il faut aller voir comment les jeunes soldats israéliens qui ont 18, 19, 20 ans se battent contre les vrais barbares qui ont tué des gens à Paris, au Bataclan, etc. Donc arrêtons de s'en prendre qu'à cette nation qui est en fait la représentante de l'Occident libre et démocratique dans le Moyen-Orient. C'est un état de guerre. Un état de guerre se défend. Si la France avait été attaquée comme ça a été le cas, eh bien je vous peux dire que la France serait... Et j'ai vécu 4 alertes là-bas quand j'étais en 8 jours, vous voyez. Donc alors, c'est quand même... On devait faire court, donc on va faire réagir les vrais voix. Philippe Bilger. C'est aussi vrai les propos de Le Drian que vos 6000 matelas dans les prisons. Mais Philippe, vous plaisantez ou quoi? Il a dit ça, mais bien Le sûr, Drian. je vous dis à la radio. Non, mais je vous dis que Jean-Yves Le Drian a dit Israël n'est plus une démocratie. Je vous assure. Et Ali Badou qui interroge n'a pas mouché, vous voyez. Je pense qu'il parlait uniquement de Netanyahou. Non, et bien justement, ce n'est pas un gouvernement fasciste, le gouvernement Netanyahou. Un gouvernement fasciste, un gouvernement qui limite toutes les libertés,
qui instaure un état d'urgence. Voilà, je termine. Oui, on a Arrêtons dépassé de le cibler Israël alors que tous les pays arabes autour sont des dictatures. Merci René Chiche. Allez, tout de suite, après le tour de table de l'actualité, Elon Musk relance l'affaire Epstein. Selon lui, Donald Trump figure dans les fichiers. Les démocrates réclament leur publication complète. Alors parlons vrai. Est-ce que la vérité sur cette affaire sortira un jour? Et à la question Musk accuse Trump dans l'affaire Epstein, l'ensemble du dossier doit-il être révélé? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Olivier Piton, avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de nombreux livres sur la politique américaine. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette affaire, c'est potentiellement un Watergate à la puissance 1000? Ça ressemble plutôt à qui a assassiné Kennedy à la puissance 1000. Ah oui, effectivement. Donc là, c'est très lourd. On se retrouve tout de suite pour en débattre avec vous, avec Olivier Piton en direct de Washington. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Benoît Perrin, René Chiche, et c'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elon Musk affirme que Donald Trump figure dans les fichiers Epstein. Le président américain aurait été proche du milliardaire pédocriminel et Musk accuse. C'est pour ça que les documents n'ont jamais été révélés en entier. Fête à Palm Beach, soirée à Mar-a-Lago, les liens entre Trump et Epstein refont surface. Le camp démocrate embraye et demande la publication complète des fichiers. Alors parlons vrai. Trouvez-vous la vague de suicide dans cette affaire? Epstein, Brunel, Giuffre suspectent. Et à cette question, Musk accuse Trump dans l'affaire Epstein. L'ensemble du dossier doit-il être révélé? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Avec nous, Olivier Piton, avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de nombreux livres sur la politique américaine. Avant de faire un tour de table, on va aller voir Olivier Piton. Mais bien sûr. Oui. Comment ce tweet absolument incendiaire, vous avez parlé de mort de Kennedy à la puissance 1000 plutôt que le Watergate, comment vous êtes à Washington, a-t-il été accueilli outre-Atlantique? Comme une véritable déflagration, il faut revenir en 1 minute sur les raisons qui expliquent ce tweet. C'est qu'en fait, Elon Musk a mis le doigt sur un sujet vraiment majeur aux États-Unis, qui est l'écrasant déficit budgétaire américain. À titre de rappel, on a 33 000 milliards de dollars de déficit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 100% de déficit du PIB depuis 2011. Pour vous donner simplement un ordre de grandeur, on dépense l'équivalent de la dette fiscale française, c'est-à-dire 3 100 milliards aux États-Unis tous les 17 jours. C'est absolument intenable. Elon Musk s'est donc insurgé à partir du projet de loi qui a été voté à la demande de Donald Trump, qui continue à aggraver ce point. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, on est parti sur les noms d'oiseaux. Et pourquoi je citais Kennedy tout à l'heure? Parce qu'en fait, on est quand même largement plus dans le fantasme, c'est-à-dire dans l'absolue probable impossibilité de savoir ce qu'il y a réellement dans ces fichiers. Je vais y revenir dans un instant. Alors que le Watergate, il y avait vraiment des faits notables et il y avait une enquête qui avait amené, comme on le sait, à la démission de Nixon. Alors je rappelle pour les auditeurs qui ne le savent pas, le Watergate, c'était des micros cachés par le Parti républicain au sein du siège du Parti démocrate dans l'immeuble qui s'appelait Watergate. Voilà. Exactement. Donc vous avez déjà cet état, si vous voulez, de sidération. Pour la première fois, avant de parler d'Epstein, la première sidération des Américains, c'est qu'enfin le sujet du déficit budgétaire est devenu patent. Il faut savoir que c'était un sport national, aussi bien chez les démocrates ou les républicains, de laisser filer le déficit. Et en plus, aux États-Unis, on est obligé de voter une loi pour augmenter le plafond. Et là, le sujet est venu sur la table grâce à Elon Musk. Et donc la partie s'est envenimée, comme vous l'avez dit. Et là, aujourd'hui, on en est sur l'affaire Epstein. Sur l'affaire Epstein, ce que disent un certain nombre de personnes, c'est que les démocrates ayant été au pouvoir au cours de ces 4 dernières années, il est plus que probable que si Donald Trump, dont on sait qu'il avait des liens, comme toute l'élite américaine avec Epstein, avait été véritablement impliqué dans ces histoires, et je vais mettre des guillemets absolument partout, les démocrates l'auraient probablement déjà dit, vu... Pour l'atomiser en pleine campagne. Oui. Vu ce qu'ils lui ont fait subir durant la pré-campagne. Donc, on va encore, et c'est pour ça que je cite Kennedy, on va encore être sans doute dans la foire au fantasme qui ne débouchera probablement sur rien, puisque ça fait quand même maintenant 5 mois que les fameux fichiers, le fameux listing des invités d'Epstein devait sortir. Il n'est toujours pas sorti. Alors, on va faire un tour de table. Philippe Bilger. Donc, j'étais à l'époque l'un des rares qui s'était trompé, Olivier Piton. J'avais dit que ça pourrait durer entre Musk et Donald Trump. Et bien sûr, j'ai eu le malheur de faire partie de la minorité. Ça m'arrive souvent. Mais là, j'avais totalement
totalement tort. Donc vous considérez, je vous rejoins, que Elon Musk est prêt à dire n'importe quoi sur Donald Trump et à l'accuser des pires choses sans le moindre fondement. Le fondement, on l'attend, les preuves, on les attend depuis tellement longtemps, ça fait tellement longtemps, aussi bien au moment où le gouvernement était démocrate que le gouvernement républicain, donc je ne veux pas casser le mythe, si vous voulez, mais franchement, on va se retrouver dans une situation à la Kennedy où en fait on ne saura jamais réellement ce qui s'est passé. Peut-être pas, peut-être qu'on va se tromper encore une fois tous les deux, parce que j'étais un peu comme vous. Je pensais que leur amitié, leur bromance... Vous vous trompez moins de Bilger quand même. On a un animateur qui est très complotiste, Mais en tout état de cause, ce qui est important, c'est que le fond du sujet, c'est-à-dire la dette, le déficit américain, est enfin devenu le sujet majeur aux États-Unis, et c'est la première fois depuis au moins une 50aine d'années. René Chiche et Benoît Perrin, les deux. Oui, alors moi, contrairement à Philippe Bilger, je m'étais pas trompé, puisque j'avais dit le début qu'entre Musk et Trump, ça allait pas durer. Ah complètement. Excusez-moi, vous avez affaire quand même à deux... entre guillemets, de dingue. Caractère fort, oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ça ne pouvait qu'exploser. Maintenant, il y a la menace de Trump de ne pas de suspendre les aides. Les commandes. Voilà. Alors, je vais demander à Maître Piton si, à votre avis, Donald Trump peut mettre cette menace à exécution vis-à-vis d'Elon Musk. J'allais dire Donald Trump, Olivier Piton, rapidement, parce qu'après, Benoît Perrin a une question pour vous. Oui, alors, pour répondre à cette très bonne question, en fait, il y a eu déjà un tweet, l'équivalent d'un tweet sur son réseau social, Donald Trump. En fait, petit 1 dit qu'il faudrait revoir l'ensemble des subventions allouées à Elon Musk. Et deuxièmement, il accuse Joe Biden de ne pas y avoir mis fin lui-même et que c'était une grande erreur. Donc, on est déjà dans un espèce de coup d'après où, en fait, Donald Trump va faire porter à Joe Biden la responsabilité de ne pas avoir coupé les subventions à Elon Musk. C'est quand même assez fort de café. Et donc, effectivement, oui, vous avez raison, il est plus que probable que sur ce point-là, Donald Trump signe des décrets présidentiels visant à sucrer les subventions, que ce soit pour SpaceX, que ce soit pour Tesla, ou pour les 5 compagnies, les 5 entreprises que possède Elon Musk. Benoît Perrin. Je peux me tromper, mais on a l'impression que vous minimisez un peu l'affaire, alors que nous, en France, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire. On a suivi ça une partie de la nuit de manière un peu excitée. Est-ce que vous croyez un quart de seconde à la destitution de Trump, ou vous pensez que c'est une hypothèse complètement farfelue ? Pas d'impeachment. Moi, j'ai un peu le calme des vieilles troupes, c'est-à-dire que l'affaire Epstein, depuis ici, j'en entends parler à peu près tous les 3 jours. Donc, si vous voulez, comme les listes n'apparaissent pas, au bout d'un moment, on reste un peu plus zen. Donc, on va pas se l'exciter sur un email ou un tweet supplémentaire. Et peut-être que je me trompe, et peut-être que dans 3 jours, on aura des révélations. Mais en tout cas, pour l'instant, rien n'est sorti à part des annonces. Et deuxièmement, sur la procédure d'impeachment, d'abord, ça n'appartient pas à Elon Musk, ça appartient au Congrès, en particulier au Sénat, voire éventuellement après une enquête de la Chambre des représentants. Et vu l'état de conditionnement du Parti républicain derrière Donald Trump, il y a 0 chance aujourd'hui d'atteindre le chiffre des 2/3 du Sénat pour pouvoir mettre en place une procédure d'impeachment qui fonctionne, je veux dire, qui aille à son terme. On n'en est absolument pas là, et donc la réponse est clairement non. Allez, ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Richard de Toulouse. On vous laisse, allez, vous avez 30 secondes pour réagir parce qu'on vous prend, on est vraiment en bout d'émission là. Ouais. Allez, il y a 5 ans, j'étais aux États-Unis. En fait, il y avait des analystes qui disaient que Musk devait plonger dans les mois qui allaient venir. En fait, il n'a jamais plongé parce qu'ils avaient toujours été sponsorisés via SpaceX par la défense américaine. Et c'est grâce à ça qu'il a vendu des Tesla en Europe, puisqu'elles sont vendues à perte, ce qui était une hérésie. Tesla perdait des sous, ils vendent quand même les bagnoles. Donc en fait, moi je pense que là, c'est le retour. On voit que le politique a la main. Et Trump, en fait, n'a pas besoin de Musk pour se faire réélire. Donc là, en fait, il s'est juste débarrassé de quelqu'un qui pouvait l'encombrer. Alors merci. C'est une bonne opération. Merci Richard de Toulouse. En 30 secondes, Olivier Piton, il s'est débarrassé de Musk, Trump ? C'est-à-dire que c'est toute la différence entre un entrepreneur et un politique. Elon Musk était vraiment porté par l'idée de réduire le déficit budgétaire américain. Pardon, je reviens au sujet de départ parce qu'il est essentiel et il est central. En 20 secondes.
Et donc, même pas en 3 secondes, Donald Trump a sifflé la fin de la récréation, il a fait voter son projet de loi, et c'est terminé pour Elon Musk, en tout cas pour l'instant. Merci beaucoup, Olivier Piton, qu'on adore avoir, avocat à Paris et Washington, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord et auteur de nombreux livres, d'excellents livres sur la politique américaine. Merci Philippe Bilger, merci Benoît Perrin, merci René Chiche. Merci Philippe David. Lundi, vous retrouverez notre ami Frédéric Brindel, mais tout de suite, au cœur de la mêlée, avec toute l'équipe du rugby de Sud Radio. Allez, nous on se retrouve mardi donc, mais vous aurez les vraies voix lundi à 17h. Bon week-end.